Bonjour Aymeric Caron. Bonjour Patrick. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants d'un livre que vous publiez qui s'appelle Vivant. C'est un plaidoyer pour la vie sur Terre menacée. Vous diriez aujourd'hui, quand vous voyez le mouvement des Gilets jaunes, vous dites au fond, c'est la fin du monde contre la fin du mois, comme le disent certains? En tout cas, c'est l'expression qu'il y a une crise aujourd'hui énormissime et qu'on ne sait pas comment la résoudre. Alors effectivement, on nous présente ça comme une crise politique, simplement, une rupture entre les élites et le peuple. Bien sûr qu'il y a cette rupture, mais cette rupture est notamment due au fait que ceux qui nous gouvernent ne savent plus penser le monde en relation avec les urgences qui le menacent aujourd'hui. Je pense qu'il faut réinventer un modèle politique complètement nouveau, que tout ce qui a été fait, notamment sur le plan social depuis ces dernières années, ce ne sont que des rustines, et qu'il faut imaginer un nouveau logiciel de pensée pour le vivre ensemble. Et ça n'est pas du tout déconnecté de l'écologie et du vivant, bien au contraire. C'est justement parce qu'on a trop exploité la planète, mais les hommes aussi, les humains, qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Et qu'il faut donc que nous pensions complètement une autre économie, qui soit celle du respect de l'autre, du respect du vivant, d'une consommation moindre, de la modération. Et c'est justement en repensant complètement les choses que l'on va pouvoir redonner du bonheur aux gens, que l'on va pouvoir repenser par exemple le temps de travail, et en redistribuant les richesses autrement, tout est lié. Oui, mais au départ, c'est l'environnement, la protection de la planète, la taxation du diesel, et au fond, on a dit, il faut payer cette transition énergétique. Et au fond, les gens qui n'ont pas les moyens ne veulent pas la payer. Il y a là un effort pédagogique essentiel à faire que personne ne fait. Bien évidemment, le gouvernement présente aux citoyens français l'augmentation de l'essence comme étant une conséquence logique de l'écologie. En disant, mais c'est pas ça l'écologie. Bien évidemment qu'on peut taxer l'essence à un moment pour, dans un équilibre global, expliquer qu'il faut en finir avec les énergies carbone. On est d'accord, mais on ne peut pas faire ça de manière unilatérale et sans réfléchir à un système global. C'est-à-dire que, par exemple, la politique de transport est liée à la politique du logement, par exemple. Ou alors, si on augmente l'essence, il faut dans le même temps, évidemment, qu'on ait des transports en commun qui soient développés. Je parle du logement parce que ces gens-là, ils ont des problèmes aussi avec l'essence parce qu'ils habitent à 30, 40, 50 km de leur lieu de travail. Et pourquoi ils habitent là-bas? Parce que c'est trop cher pour eux de se loger près de leur lieu de travail, c'est-à-dire près des grandes villes. Il faut penser globalement. Et puisqu'on parle d'économie, il y a quelque chose que personne ne dit, c'est-à-dire que la destruction du vivant a un coût énorme aujourd'hui pour la société, parce que ce vivant nous rend des services. Nous rend des services essentiels sur le plan économique, ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est 125 000 milliards de dollars, la valeur de ces services écosystémiques. C'est quoi? C'est par exemple la pollinisation. La nourriture que l'on mange, un tiers de cette nourriture que l'on mange est pollinisée par des insectes. Si tout à coup, tous ces insectes disparaissent, si ce vivant disparaît, ce sont des services que l'on va devoir nous compenser par des techniques que l'on va inventer. Ça va nous coûter énormément. Ça veut dire qu'au fond, on fait des économies en protégeant la planète. Alors, on revient à votre livre qui s'appelle Vivant. Vous dites, au fond, l'homme, l'homo sapiens, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur Terre, va disparaître inexorablement si rien ne change. Oui, de toute façon, le genre humain est apparu il y a 3 millions d'années environ. Je dis environ parce que là encore, on peut discuter. Il y a eu à peu près une quinzaine d'espèces humaines qui se sont succédées, Habilis, Ergaster, Néandertalis, et puis on est arrivé à Sapiens aujourd'hui. On est les seuls survivants des humains, on est la seule espèce. Et un jour, elle va disparaître. C'est l'histoire du vivant. La plupart des espèces qui sont apparues un jour sur cette planète ont disparu. Elle va être remplacée par une autre espèce que vous espérez. On espère, qui serait parce que une espèce Ethicus, enfin quelque chose. Soit en effet, on arrive à à faire émerger une nouvelle espèce d'être humain, que moi j'appelle Homo ethicus, c'est-à-dire un être humain qui placera la morale au cœur de toutes ses actions, soit en effet, je crois qu'on peut déjà prédire la fin de l'humanité. Oui, mais pourquoi la fin de l'humanité? Parce qu'au fond, vous dites, l'homme et le vivant sont liés. Au fond, qu'est-ce que la conscience? Vous parlez de la conscience des plantes, vous parlez évidemment de la conscience animale. L'homme est un animal. Et qu'au fond, tout ça a un destin qui va inexorablement ensemble. Oui, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de retracer l'histoire du vivant depuis l'apparition des premières bactéries sur Terre il y a 3,8 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Sapiens, et d'imaginer ce que sera le vivant demain à un moment où nous sommes en train, nous, d'inventer un vivant artificiel, notamment avec l'intelligence artificielle. L'homme augmenté, on est en train de rentrer dans cette nouvelle ère où, bien évidemment, demain, nous serons nous-mêmes réparés. On s'interroge aussi sur la manière dont, éventuellement, on pourrait transplanter des cerveaux sur des puces électroniques. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a des gens qui réfléchissent à tout ça.
Et j'essaie de nous resituer dans ce vivant parce qu'on a l'impression, à cause de notre anthropocentrisme, en effet, que finalement, il n'y a quasiment que notre espèce sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce supérieure, on va dire, c'est l'homme. En tout cas, elle est dominante, au plan ça de vue c'est de sûr. l'homme, évidemment, Absolument. il est supérieur. Ouais, une espèce dominante. Et on vit en tout cas comme s'il n'y avait que nous et que tout ce qui nous entoure était accessoire, était à notre service. Alors qu'en réalité, l'être humain, dans la totalité du vivant, occupe une place infime. Vous savez, sur l'ensemble de la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui vit sur Terre, animaux, végétaux, les plantes, c'est 82% de la biomasse sur Terre. 13% c'est des bactéries et 5% c'est le reste. Le reste, c'est les poissons, les animaux terrestres, les insectes et les humains, là, dans les humains, c'est 0,01%. Mais tout ça est en train de disparaître. Alors, les espèces humaines sont en train de disparaître. Vous dites un jour, il n'y aura plus que des rats et des fourmis. Vous dites que c'est les espèces les plus résistantes. Déjà, en ce qui concerne les mammifères sur Terre aujourd'hui, l'ensemble des mammifères, c'est un pourcentage aussi intéressant à noter. 60% des mammifères présents sur Terre, ce sont des animaux d'élevage. C'est-à-dire que ce sont des animaux que l'on crée nous-mêmes pour notre nourriture. Ensuite, nous avons 36%, ce sont des humains. Et les 4% qui restent, ce sont des mammifères sauvages. Voilà ce qui reste du sauvage aujourd'hui sur cette planète. Le WWF a sorti une étude très récemment pour expliquer qu'en 40 ans, 60% des vertébrés sauvages avaient disparu. En effet, si on ne fait rien, d'ici 20, 30 ou 40 ans, il n'y aura plus d'animaux sur cette planète autres que les tout petits animaux, des insectes, des fourmis, des rats qui auront réussi, parce qu'ils sont très intelligents les rats sans doute, à survivre. Mais en tout cas, il n'y aura plus d'animaux sauvages. Il n'y aura plus que les animaux qu'on élève pour notre bénéfice. Oui, donc vous dites quoi au fond? Vous dites cette espèce d'utilitarisme qui fait que bien, l'homme consomme des animaux. Hein. Vous dites au fond, vous avez d'ailleurs un terme qui est les viandards, c'est ça? Viandales. Les viandales. Oui, j'explique en fait les conséquences qu'a la consommation de viande sur l'environnement. C'est absolument terrible, on le sait, hein, 15% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage, la pollution de l'eau. J'explique également la déforestation, puisque 80% de la forêt amazonienne sont détruits en raison de l'élevage, puisqu'il s'agit de faire de la place pour mettre les animaux ou pour faire pousser le maïs qui va servir à les nourrir. Donc j'explique que la consommation de viande détruit la planète. Donc on vandalise la planète lorsqu'on mange de la viande, donc je propose le terme de viandale pour désigner ceux qui continuent à manger de la viande. Donc vous dites on peut vivre évidemment sans manger de viande. Vous dites au fond, c'est un assassinat de manger des animaux. Alors voilà, j'ai une réflexion qui est purement étymologique, hein, c'est-à-dire que dans un contexte tendu, on voit aujourd'hui des véganes qui effectivement vont taguer, boucher, assassin. Je m'interrogeais sur le fait de savoir si le terme d'assassin était justifié ou pas. Et dans la mesure où on sait aujourd'hui que les animaux d'élevage, sont des individus, c'est-à-dire avec leur conscience, leur univers propre, leur capacité à expérimenter le monde, sont des individus. Le fait de tuer un individu sans son consentement est un meurtre. Si ce meurtre a été prémédité, c'est un assassinat. Alors dans ce cas-là, on peut considérer que toutes les personnes qui participent à la chaîne qui va mener à la tuerie d'animaux pour la consommation, c'est-à-dire le consommateur, le boucher, l'éleveur, etc., effectivement, participent à un processus d'assassinat. Oui, vous dites qu'il y a deux catégories, enfin les animaux humains et les animaux non humains. Oui, alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques, c'est la biologie. C'est-à-dire que longtemps, on a essayé de nous faire croire que nous n'étions pas des animaux, qu'il y avait les animaux et les hommes. Or, depuis Darwin, on a bien compris que ça n'est absolument pas le cas, que nous sommes simplement une partie d'un grand tout, c'est-à-dire du monde du vivant, mais en particulier du monde animal, oui. Oui, la conscience est importante dans votre livre. Au fond, vous dites même, au fond, les plantes peut-être souffrent. Alors, je m'interroge là-dessus parce qu'on sait que depuis quelques années, il y a une nouvelle littérature qui est apparue pour nous parler de l'intelligence et de la sensibilité des plantes, et que parfois il y a une confusion, que les gens peuvent imaginer que finalement, si les plantes sont intelligentes et qu'elles souffrent, c'est comme les animaux, donc finalement, c'est pas très grave de manger des animaux, puisque regardez, même quand on est végétarien ou végétalien, on fait souffrir des plantes. Et j'essaie justement de bien expliquer qu'on ne parle pas de la même intelligence, on ne parle pas de la même souffrance, et que parfois, ce qui a été écrit est un peu exagéré sur les animaux, et je me réfère à des études scientifiques pour l'expliquer. Oui, la conscience est partout et au fond des valeurs. Aymeric Caron, vous dites qu'il faut revenir à ces valeurs. Oui, ça me paraît extrêmement important. C'est même essentiel. C'est sans doute ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'éthique. Et je me réfère là, une fois encore à Darwin qui expliquait dans un livre qui était paru en 1871, La descendance de l'homme,
il expliquait que la morale était ce qui était apparu en dernier chez les animaux supérieurs et que c'est ce qui allait aujourd'hui nous guider dans notre processus d'évolution, nous, les humains, et non plus simplement la loi du plus fort, la loi de celui qui résiste quand tous les autres cèdent. La morale, cette capacité à regarder l'autre, à avoir de l'empathie pour lui, à l'aider, et que cette morale, selon Darwin, il l'avait déjà prédit, allait s'appliquer non seulement à nos congénères, mais également aux animaux non humains. Merci beaucoup, Aymeric Caron. Ça s'appelle Vivant de la bactérie à Homo eticus. C'est publié chez Flammarion. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui sur TV5 Merci à Monde. vous.